Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille chez PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 57, pour notre premier sujet, nous passerons en revue les avantages considérables de bâtir son portefeuille avec des FNB de marché total. Et ensuite, pour notre second sujet, nous discuterons du régime fiscal canadien et nous poserons la question suivante: les personnes à haut revenu paient-ils leur juste part d'impôts? Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François, et toi? Ça va bien, merci. Donc, notre premier sujet aujourd'hui, on va aborder les raisons pour lesquelles on préfère utiliser des FNB ou des fonds communs de placement de marché total pour construire nos portefeuilles au lieu d'autres solutions d'investissement qui répliquent des indices de référence plus connus comme l'indice S&P 500 pour les actions américaines ou l'indice S&P TSX 60 ici au Canada et d'autres indices de référence de grande capitalisation. Oui, François, on souligne souvent dans nos balados et dans nos blogs que l'on construit des portefeuilles en utilisant des FNB et des fonds communs de placement de marché total. Cependant, je pense bien qu'on n'a jamais vraiment approfondi les raisons pour lesquelles on fait ça. Ce qui nous a poussé à aborder ce sujet aujourd'hui, et c'est qu'on a récemment eu une conversation avec un nouveau client qui est très connaissant en placement, et lui nous a posé la question pourquoi on utilisait les FNB de marché total, plus particulièrement pour le marché américain, pour notre allocation dans cette classe d'actifs, plutôt que l'indice très connu du Standard & Poor's 500. Oui, exactement. On a pensé que c'était une bonne occasion là, de préparer une mise à jour de nos recherches sur le sujet. Donc, on a demandé à notre bien cher collègue Raymond Kerzero, qui a déjà fait partie de nos podcasts, c'est le chercheur principal chez PWL, de se pencher sur la question. Puis à la fin août, il a publié ses conclusions dans un article intitulé « FNB de marché total américain » ou « S&P 500 ». Ce document-là est disponible sur le site web de PWL, puis on va le partager, le lien avec nos auditeurs, avec le podcast. Eh bien, je pense qu'il faudrait aussi signaler à nos auditeurs que ce document de recherche de Raymond se concentre sur le marché des actions américaines et plus précisément sur le FNB Vanguard US Total Market et par rapport au FNB sur l'indice S&P 500. Donc, François, qu'est-ce qu'il dit l'article de Raymond? Bien, comme tu l'as mentionné, James Raymond a examiné la question du point de vue des actions américaines uniquement. Il a étudié les mécanismes et la performance historique de l'approche du marché total en utilisant l'indice CRSP, C-R-S-P, c'est l'acronyme, US Total Market Index par rapport à l'indice S&P 500. Nos auditeurs, François, je ne pense pas qu'ils connaissent c'est quoi CRSP. En fait, on devrait souligner que c'est un acronyme, CRSP, et qui signifie Center for Research in Security Prices, le centre de recherche sur les prix des titres. Et ça, ce groupe-là est affilié à la Booth School of Business de l'Université de Chicago. Donc, c'est une université où enseigne Gene Fama et d'autres grands économistes académiques qui ont gagné des prix Nobel. Les indices de marché CRSP sont très connus et utilisés par d'éminents académiques de la finance en raison de la qualité de leur base de données. On peut cependant affirmer que ces indices de marché sont vraiment pratiquement inconnus dans le monde de l'investissement du détail. Oui, tu as raison sur ce point-là, James. Les indices CRSP ne sont pas très connus de la plupart des investisseurs. Par contre, l'indice S&P 500 ou l'indice Dow Jones Industrial Average, qui sont cités quotidiennement dans les médias financiers, ont une plus grande notoriété auprès des investisseurs. Cependant, ce qui est intéressant ici, c'est que le plus grand fonds au monde, le fonds Vanguard US Total Market Index, un fonds qu'on utilise dans les portefeuilles de nos clients, utilise l'indice CRSP US Total Market comme indice de référence ou benchmark. C'est vraiment intéressant, François, mais
comment le CRSP US Total Market se compare-t-il à un indice, disons, plus commercial comme le S&P 500? Eh bien, le CRSP US Total Market contient plus de 3800 actions américaines, ce qui représente environ 99,5% de la capitalisation boursière des actions américaines. Il contient non seulement des titres de grande capitalisation, mais aussi des titres de moyenne et petite capitalisation. À titre de comparaison, l'indice S&P 500 contient environ 500 actions américaines de grande capitalisation qui représentent environ 80% de la capitalisation boursière des États-Unis. Malgré que c'est l'indice de référence le plus populaire pour les actions américaines, il ne contient pas d'actions de moyenne et de petite capitalisation. Bon, je pense que c'est pas mal clair, mais j'ajouterais que l'avantage d'utiliser le CRSP US Total Market par rapport à l'indice S&P 500 est que vraiment, on ajoute ces 3300 compagnies supplémentaires à son portefeuille. Ça augmente l'avantage en termes de diversification puisqu'on agrandit notre allocation à l'ensemble du marché boursier américain de près de 20 points de pourcentage. Donc, le S&P 500, lui, vaut 80% du marché, comme tu as mentionné, François. Fait que là, on se rend à 99,5% de l'ensemble du marché boursier américain. Oui, tout à fait. Vous allez détenir effectivement toutes les actions américaines pratiquement. Puis vous ajoutez, comme tu l'as dit, beaucoup de compagnies à votre portefeuille, donc une plus grande diversification. Et surtout, comme je l'ai dit plus tôt, vous ajoutez des titres de moyenne et de petite capitalisation à votre portefeuille. Donc, qu'est-ce que Raymond dit d'autre dans son article, François? Bien, il couvre la méthodologie d'inclusion des actions pour les deux indices. Il explique que la méthodologie pour l'indice CRSP est basée sur des règles et que les actions sont pondérées et classées en fonction de leur capitalisation boursière, rajustées en fonction du flottant avec peu d'intervention humaine. Bon, c'est pas mal de mots, ça. Donc, pour nos auditeurs, la méthodologie de la capitalisation boursière rajustée en fonction du flottant est simplement une méthode de calcul de la capitalisation boursière d'une action en multipliant son prix par le nombre d'actions qui est transigeable, disponible sur le marché. Ensuite, on classe les actions de la plus grande à la plus petite. Oui, c'est exact. Puis en comparaison, il mentionne que les actions de l'indice S&P 500 sont également pondérées sur la base de la capitalisation ajustée en fonction du flottant, donc la même qu'avec le CRSP, mais que l'éligibilité à l'inclusion suit un processus en deux étapes. La première étape est basée sur des critères qui sont objectifs, qui sont très spécifiques, que Raymond énumère dans son article. Puis la seconde étape, une fois que la liste des actions éligibles a été établie, est la sélection des 500 titres par un comité. Le problème ici, puis là je cite Raymond, c'est que cette étape basée sur un comité rend l'indice S&P 500 similaire à un indice géré activement parce qu'il y a des gens qui décident quels titres vont rentrer dans l'indice. C'est pas ce qu'on s'attend d'entendre, que l'indice S&P 500, c'est un indice géré activement. C'est vraiment intéressant, François, mais vraiment, quelles sont les performances historiques comparables? Bien, depuis le lancement de l'indice S&P 500 en mars 1957 jusqu'en juin 2023, l'indice CRSP US Total Market a légèrement surperformé l'indice S&P 500 par une petite marge de 0,03%. L'indice CRSP a réalisé une performance de 10,48 sur une base annualisée, tandis que l'indice S&P 500 a réalisé une performance de 10,45 également sur une base annualisée. Cette surperformance est par contre venue là, avec une volatilité légèrement plus élevée. Il faut dire que les actions de moyenne et petite capitalisation qui sont incluses dans l'indice CRSP là, sont plus volatiles que les actions de grande capitalisation qui sont incluses dans l'S&P 500. Mais je pense qu'on devrait ajouter, François, que la petite différence de performance historique, il est vraiment important de comprendre que l'ajout d'actions de petite capitalisation à votre portefeuille augmente son rendement espéré. Plusieurs études académiques ont démontré qu'historiquement, les actions à petite capitalisation ont généré des rendements plus élevés que les actions à grande capitalisation. Oui, tu as raison, James, ça c'est exact. Et d'après les recherches des professeurs Fama et French, la prime de
petite capitalisation ou la prime de taille est encore plus convaincante là, si on exclut du portefeuille les actions de petite capitalisation croissance à faible rentabilité. Historiquement, ces actions n'ont pas réussi à livrer la prime de rendement pour les petites capitalisations. Cette idée là, d'exclure les actions de petite capitalisation croissance à faible rentabilité est l'un des nombreux avantages là, quand on utilise les fonds Dimensional pour nos portefeuilles de clients. Tous leurs fonds là, d'actions là, excluent ces titres-là de capitalisation croissance à faible rentabilité. François, de quel type de rendement de taille on parle ici si on exclut les actions de petite capitalisation croissance à faible rentabilité? Bien, j'ai regardé la base de données des indices de petite capitalisation Dimensional au cours des 30 dernières années, se terminant au 31 août 2023. La prime des petites capitalisations au Canada était de 0,66 % annuellement, soit un peu moins d'1 %. C'est pas le Saint Graal, là. Mais si on compare à d'autres marchés, aux États-Unis, par exemple, la prime était de 1,42 % annuellement. Dans les pays développés internationaux, la prime était de 1,86 % annuellement et dans les marchés émergents, elle était de 2,3 % annuellement, ce qui est vraiment pas négligeable, là. Aux États-Unis, on a des données qui vont encore plus loin. On peut remonter jusqu'à 90 ans. Puis sur ces 90 ans, la prime des petites capitalisations a été établie là, à 2,23 % annuellement. Ces primes, surtout quand on regarde sur les beaucoup plus longues périodes, sont vraiment énormes. Mais les investisseurs doivent comprendre que les actions à petite capitalisation, ils ne performeront pas les actions à grande capitalisation tous les mois, ni même toutes les années. Puis les statistiques de marché récentes, c'est que pour plus d'une décennie, ils ne surperforment pas. Oui, tout à fait. Comme je le dis en anglais, il n'y a pas de free lunch dans les marchés financiers. Il faut rester investi pendant de longues périodes pour capturer la prime de taille espérée. Donc, François, qu'est-ce que tu penses de l'idée si on ajoutait un indice de S&P 400 qui couvre les actions à moyenne capitalisation et un FNB de l'indice S&P 600 pour les actions de petite capitalisation, puis on ajoutait ça à un FNB de S&P 500, donc on aurait 1500 actions au total avec ces 3 FNB pour construire son portefeuille. Est-ce que ça fait du sens? Bien, à moins qu'un investisseur veuille s'écarter du portefeuille du marché total américain, je n'opterai pas pour cette solution parce que ce portefeuille va nécessiter plus de transactions pour rééquilibrer les 3 paniers afin de conserver une répartition similaire au marché total. Puis comme tu as mentionné, James, tu as fait le total des titres. C'est beaucoup moins que ce qu'on retrouverait dans un indice CRSP de US Total Market où est-ce qu'il y avait 3800 actions. Également, ça va augmenter les coûts et ça serait probablement moins efficace sur le plan fiscal à raison des gains en capital qui sont réalisés lors de la reconstitution des indices, c'est-à-dire quand les actions passent de l'indice des petites capitalisations à l'indice des moyennes capitalisations ou quand les actions passent de l'indice des moyennes capitalisations à l'indice des grandes capitalisations. François, je pense qu'il faudrait clarifier pour nos auditeurs, la reconstitution d'un indice est par définition un processus qui consiste à trier, ajouter et supprimer des actions pour s'assurer que ce même indice reflète la capitalisation et le style à jour. Mais pour les investisseurs résidents canadiens, vous risquez lors de ces opérations de reconstitution de vous voir attribuer des gains en capital qui sont imposés comme des revenus ordinaires à la hauteur de votre taux marginal maximal. Donc, on convertit des gains en capital en revenus ordinaires. C'est une leçon, nous, qu'on a appris à la dure il y a une vingtaine d'années avec le FNB de S&P 600. Oui, effectivement. Puis j'aimerais aussi ajouter qu'en détenant l'ensemble du marché avec un seul FNB, on n'a pas à se soucier de ce qu'on appelle l'effet de reconstitution. Cet effet se produit lorsque des gestionnaires actifs, des traders ou des fonds spéculatifs négocient avant la date, font des transactions avant la date de reconstitution de l'indice pour essayer de tirer profit des changements qui sont à venir. Ils achètent les titres qui vont être ajoutés
et vendre les titres qui vont sortir avant que les gestionnaires indiciels puissent le faire. Ce qui arrive, c'est qu'ils poussent les prix à la hausse pour les gestionnaires indiciels sur les titres qui vont être ajoutés et à la baisse sur les titres qui vont sortir de l'indice. Oui, puis une fois que les gestionnaires indiciels auront ajusté leur portefeuille pour la nouvelle liste, les prix de ces ajouts et suppressions s'inversent généralement et c'est à ce moment-là que les ajouts surperforment et les suppressions surperforment. Oui, totalement. Puis pour conclure, James, je pense qu'un FNB ou un fonds commun de placement de marché total est le titre parfait pour sa simplicité, sa grande diversification et pour l'efficacité fiscale. En plus, comme Raymond l'a souligné dans sa conclusion, basée sur des recherches de l'Université d'Arizona, et je le cite, « À la marge, un petit nombre d'actions gagnantes explique la performance à long terme du marché. » Donc, par conséquent, nous, pour en tirer profit, je préfère détenir toutes les actions afin d'être sûr d'avoir tous les titres gagnants dans mon portefeuille. En incluant des actions de petite et moyenne capitalisation, on augmente les chances de détenir les prochaines actions gagnantes, c'est-à-dire les prochains grandes capitalisations ou méga cap, comme on dit en anglais. Je vais terminer encore en citant l'article de Raymond. Et je le cite, « Le risque de passer à côté des actions les plus performantes a été mis en évidence en 2020 lorsque le comité de l'indice S&P 500 n'a inclus les actions de Tesla dans l'indice qu'en décembre, après que le prix de l'action a augmenté de 400 %. C'est une très bonne anecdote, François, qui appuie l'attrait des FNB à marché total. Oui, effectivement. OK, on passe à notre prochain sujet maintenant. James, notre sujet principal d'aujourd'hui est est un point sensible pour tous les Canadiens. Tout le monde a le sentiment de payer trop d'impôts. La perception générale est que les très riches trouvent des moyens pour payer moins d'impôts que leur juste part. L'augmentation des impôts pour les personnes aux revenus les plus élevés est souvent proposée comme une solution pour générer des revenus supplémentaires afin de réduire les inégalités ici au Canada. Alors, James, qu'est-ce que tu veux partager avec nous à ce sujet aujourd'hui? François, en fait, on pense à tort que les personnes à haut revenu ne payent pas leur juste part d'impôts. Nos clients font partie des personnes très riches et plusieurs d'entre eux se classent facilement parmi les top 1% les plus riches en termes de revenus et si on avait à mesurer les actifs qu'ils détiennent. Mais en se basant sur les taux d'imposition du revenu moyen total et sur les montants versés à tous les niveaux de gouvernement, on a constaté que nos clients payent beaucoup, beaucoup d'impôts et avec des taux moyens en haut de 50%. Fait que, on est d'accord, le filet de sécurité sociale du Canada est une grande réalisation des générations successives dans ce pays, François. Il fournit des soins de santé, un soutien aux pauvres et aux handicapés et des pensions pour les personnes âgées, entre d'autres avantages qui ont une importance cruciale sur lesquels les citoyens d'autres pays ne peuvent pas compter. Oui. Évidemment, quelqu'un doit payer pour tous ces services et c'est en grande partie la raison pourquoi les Canadiens, en particulier les personnes à revenus élevés, payent beaucoup d'impôts, là. Il faut bien sûr que quelqu'un paye pour tous ces services, François. La plupart des gens soutiennent l'idée qui sous-tend notre système fiscal progressif. C'est-à-dire que ceux qui gagnent plus doivent en payer plus. Non seulement ça, avec les taux d'impôts marginaux plus élevés, plus le niveau de revenu est élevé. Donc, on en paye plus en dollars, mais plus en taux pourcentage. Oui. James, par contre, à mon avis, là, on ne sait pas vraiment qui paie combien d'impôts au Canada. Donc, toi, dans tes recherches, qu'est-ce que tu as trouvé? Bien, François, dans mes préparations, j'ai trouvé plusieurs études assez récentes qui indiquent vraiment la même conclusion à l'effet que les personnes à haut revenu payent collectivement une part disproportionnée et croissante de l'impôt sur le revenu des particuliers et de l'ensemble des impôts du gouvernement. Ces études ont également démontré que l'augmentation des impôts sur les revenus les plus élevés s'accompagne de coûts économiques considérables. Alors c'est là, il faut faire attention si on veut toujours annoncer d'augmentation des taux. C'est peu qu'on ne lèvera pas les revenus qu'on pensait d'avoir. Fait que
Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les conclusions d'un bulletin de recherche récent de l'Institut Fraser. C'est un organisme canadien de recherche non partisan et le rapport est intitulé Measuring Progressivity in Canada's Tax System 2023. Donc, je traduis mesurer la progressivité du système fiscal canadien en 2023. Donc, qu'est-ce que l'Institut Fraser a à dire, James? Le rapport de l'Institut Fraser répond essentiellement à la question de savoir qui paye quoi au Canada en termes d'impôts sur le revenu des particuliers. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que le rapport donne aussi les impôts totaux que les Canadiens payent au gouvernement fédéral, provincial et municipal. Donc, on pense TPS, TVQ, on pense les taxes foncières, etc. Okay. Les principales conclusions sont les suivantes. Les familles à haut revenu payent déjà une part disproportionnée de l'ensemble des impôts sur le revenu au Canada. En effet, les données montrent que 20% des familles ayant les revenus les plus élevés payent près des 2/3, c'est-à-dire 61,9% pour être précis, de l'impôt sur le revenu des particuliers et plus de la moitié de l'impôt total. Donc, c'est 53,1%. D'un autre côté, on estime dans le rapport que 20% des familles les plus pauvres ne payent que 0,7% de l'ensemble des impôts fédéraux et provinciaux sur le revenu des particuliers et seulement 2% de l'ensemble des impôts au Canada. Donc, c'est quand même assez logique, là, James. Ça démontre que le système fiscal canadien est basé sur la progressivité. C'est ce qu'on souhaite. C'est-à-dire que la part d'impôts payés augmente généralement avec le revenu. Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre, James, dans le rapport? En fait, le rapport de l'Institut Fraser poursuit en affirmant que, et je cite, traduction libre, l'augmentation des impôts sur les hauts revenus ne tient pas compte des conséquences économiques des augmentations des taux d'imposition et des réactions comportementales. On sait que c'est un de nos sujets favoris, la finance comportementale. Donc, les réactions comportementales des contribuables face à des taux d'imposition plus élevés ou à des nouvelles taxes. Par exemple, en réponse à une augmentation d'impôts, de nombreux contribuables modifieront leur comportement de manière à réduire leur revenu imposable par le biais de la planification financière, de l'évitement ou, encore pire, de l'évasion, ce qui fait que les gouvernements perçoivent moins de revenus que prévu. Oui, ça me rappelle ce que l'économiste américain Arthur Laffer a essayé de prouver avec son travail sur la relation entre les taux d'imposition et les niveaux des recettes fiscales des gouvernements. On l'appelait la fameuse courbe Laffer qui a influencé les politiques réganiennes au début des années 80. Mais en fait, François, Arthur Laffer et d'autres économistes n'ont jamais pu prouver que sa théorie, mais je pense qu'il est intuitif de penser que quelque part sur la courbe des taux d'imposition, là, quand on regarde le taux versus le revenu, qu'il existe un taux où on maximise les recettes fiscales de l'État et qu'au-delà de ce taux, les recettes de l'État diminuent. Bon, c'est comment trouver ce taux maximum, c'est un exercice techniquement complexe pour les gouvernements. Oui. Kim Moody, comptable fiscaliste de réputation nationale, a récemment écrit là, dans un article dans le Financial Post, et je la cite, d'après mon expérience, les comportements personnels changent considérablement lorsque les taux d'imposition des particuliers approchent les 50%. Les gens cherchent des moyens à réduire leur facture fiscale, en particulier lorsqu'ils ont l'impression que la valeur ajoutée n'est pas très élevée par rapport au coût. James, je pense qu'on devrait là, peut-être partager maintenant avec nos auditeurs un peu de l'histoire récente des taux d'imposition au Canada. Bonne idée, François. Donc, commençons en 2015. Dans cette année-là, les taux marginaux d'imposition les plus élevés étaient environ 48% au Canada. Au Québec, je crois qu'il était 48,22%. C'était important parce que psychologiquement, ces taux étaient en dessous du seuil de 50%. Ces taux s'appliquaient aux revenus d'emploi, aux revenus d'intérêt, aux revenus d'investissement étrangers et d'autres sources de revenus. Les dividendes de source canadienne étaient imposés un peu moins. Les gains en capital, par contre, étaient imposés à la hauteur de 50% du gain brut. Puis, je pense que c'est intéressant de partager avec nos auditeurs ce taux d'inclusion. Il a changé au fil des années. Et le taux d'inclusion sur les gains en capital a été fixé à 75% en 1990. 10 ans plus tard, le 28 février 2000,
le gouvernement de l'époque fédérale, Jean Chrétien, ont changé et pour le ramener à 2 tiers d'inclusion. Ouais. Puis dans la même année, le 18 octobre, ils l'ont baissé à 50 %. Puis l'idée ici, c'était justement, pour augmenter les revenus, on a baissé le taux sur le gain en capital. Ça incitait les gens à vouloir cristalliser des gains parce que le taux d'impôt était plus bas. Donc, James, c'est quoi les taux marginaux d'imposition les plus élevés actuellement en vigueur au pays? Donc, eh bien, François, je commencerai par encore un peu d'histoire, parce qu'en 2016, le gouvernement fédéral a ajouté une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu des particuliers, faisant passer les taux d'imposition fédérale maximale de 29 % à 33 % pour les revenus supérieurs à environ 200 000 $ par année. Okay. Ce changement en lui seul a fait passer le taux marginal maximal combiné à plus de 50 %, donc le seuil psychologique. Oui. Mais en plus, de nombreuses provinces ont également augmenté leur taux d'imposition maximaux. Pour répondre à ta question précisément, pour 2023, le taux marginal maximal d'impôt sur le revenu est de 53,31 % au Québec et de 53,53 % en Ontario. Et tous deux s'appliquent à partir d'un revenu imposable de 235 675 $. En Colombie-Britannique, il est de 53,50 % à partir d'un revenu imposable de 240 716 $. Donc, on est maintenant, François, bien au-delà du seuil psychologique de 50 %. James, maintenant, comment l'Institut Fraser, dans son bulletin de recherche, a réparti les données sur les impôts payés par tous les Canadiens? Ce bulletin examine la proportion actuelle d'impôts que tous les contribuables canadiens payent. En d'autres termes, il compare le total du revenu gagné au total des impôts payés. Les familles canadiennes sont réparties en 5 groupes dans cette étude en fonction de leur revenu total, mais chaque groupe représente 20 % de l'ensemble des familles du pays. Le premier quintile comprend les 20 % de personnes les plus pauvres et le 5e quintile comprend les 20 % de personnes les plus riches en termes de revenu familial. Bien que l'impôt sur le revenu des particuliers soit payé par des individus, l'étude examine les données basées sur les familles, car le revenu individuel n'est pas le meilleur indicateur du bien-être de chaque personne, selon l'étude. Je suis d'accord avec ça. Si, exemple, un conjoint fait 200 000 puis l'autre fait 50, bien vraiment, c'est une famille qui a un standard de vie de 250 000 de revenus. Effectivement. Donc, juste pour plus de précision, le quintile le plus bas, c'est des revenus en bas de 59 270 000, donc à peu près 30 000 $, mettons, pour 2 conjoints, ou 59 270 pour une personne. Puis pour le top 20 % au Canada, c'est le revenu familial en haut de 243 799 $. Okay. James, je vais revenir à nos questions. Que dit l'Institut Fraser dans son bulletin de recherche au sujet des taux d'imposition moyens pour l'impôt sur le revenu des particuliers payés par tous les Canadiens? Donc, très intéressant, François, sur le premier quintile, donc les gens les plus pauvres, le taux moyen d'impôt qu'ils payent sur le revenu, c'est 2,4 % seulement. Pour le top 20, c'est 24 % de taux moyen. Mais ce n'est pas tout, puis on va voir ça un peu tantôt dans le podcast. Les taux d'imposition moyens représentent le montant total de l'impôt sur le revenu des particuliers payé par le quintile divisé par son revenu total. Cette étude montre que les taux d'imposition moyens augmentent à mesure que le revenu familial s'accroît, ce qui reflète la progressivité du système canadien d'impôt sur le revenu des particuliers. Oui, tout à fait. En ce qui concerne le montant total de l'impôt sur le revenu des particuliers, les 20 % de personnes ayant les revenus les plus élevés payent un peu moins du 2/3 de l'impôt sur le revenu des particuliers. Donc, ce top 20 %, il paye 61,9 % du total des impôts des particuliers, alors qu'ils reçoivent moins de la moitié des revenus familiales du pays, donc 45,7 %. Donc, cet écart de 16 %, ça démontre très, très, très bien qu'ils payent plus que leur part d'impôt. Oui. James, encore, que dit l'Institut Fraser dans son bulletin de recherche au sujet des taux d'imposition totaux moyens payés par tous les Canadiens lorsqu'on inclut tous les types d'impôts?
Ben, c'est ce qui est vraiment intéressant parce que c'est la vue d'ensemble de tout Ouais. ce qu'on paye des impôts. Puis là, les gens les moins riches payent 18,5 de leurs revenus en impôts et les gens dans le top 20 payent 54,2 Wow. d'impôts. Fait qu'on est Wow. plus de la moitié de son argent qui va à Qui part l'impôt en impôt. quand on est dans le top 20. Alors, les taux d'imposition moyens pour l'ensemble des impôts payés par groupe de revenus et qui couvrent tous les impôts canadiens révèlent la même chose que l'analyse sur l'impôt sur les revenus. La recherche de l'Institut Fraser, encore une fois, la méthodologie, calcule le montant total des impôts payés par quintile divisé par le revenu total. Comme pour le revenu des particuliers, l'étude montre que les taux d'imposition moyens augmentent avec le revenu familial. Les 20 des familles les plus pauvres payent un taux d'imposition moyen de 18,5 comme je mentionnais, tandis que les 20 les plus riches payent 54,2 Oui, ça, c'est plus que la moitié de leurs revenus, là. James, c'est quoi le défi de nature fiscale à venir là, pour le gouvernement fédéral avec le vieillissement de la population? Ben, il y a des très, très gros défis parce qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, le coût de la dette va coûter beaucoup plus cher. Mais là, le principal défi au niveau fédéral, c'est le coût pour la sécurité de vieillesse. De nombreux experts estiment qu'elle est menacée par le vieillissement de la population. La sécurité de vieillesse, François, ça a coûté 69 milliards de dollars en 2022. C'est énorme. Et d'ici 2027, on prévoit que ça devrait coûter 96 milliards de dollars. Donc ça, c'est tous les boomers qui s'en viennent à la retraite, la grosse vague. Ouais. Et cette augmentation de 27 milliards de dollars à lui seul est aussi importante que le budget total pour l'assurance emploi ou de la prestation canadienne pour enfants. Wow. Il est impossible d'échapper au fait que les coûts de la sécurité de vieillesse augmentent plus rapidement que toutes les autres mesures dans le budget fédéral. Malheureusement, les recettes fiscales ne suivent pas le rythme de l'augmentation du coût de la sécurité de vieillesse. Donc, en anglais, on dit « something's gotta give ». Il va falloir qu'il va y avoir des décisions politiques peu populaires qui vont devoir être prises. Et sinon, les déficits vont aller en augmentant. Oui, ben à moins que les règles changent. James, le professeur Paul Kershaw de l'Université de la Colombie-Britannique a récemment publié un article dans le Globe and Mail dans lequel il affirme, et je le cite, « Le gouvernement fédéral prévoit des déficits de 132 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Près de 84% de ces déficits sont imputables à l'augmentation des dépenses liées à la sécurité de vieillesse, ainsi qu'à l'augmentation des sommes consacrées aux soins médicaux utilisés par les personnes âgées de plus de 64 ans. » Donc ça va accroître la pression sur le gouvernement fédéral pour qu'il génère davantage de revenus ou qu'il réduise les prestations. Juste exactement, François. Le budget fédéral de cette année, ils ont déjà commencé à prendre des mesures pour s'attaquer à certains groupes de contribuables canadiens. Ce budget fédéral de 2023 a introduit des nouvelles règles concernant l'impôt minimum de remplacement connu sous l'acronyme IMR. L'IMR est très technique et la plupart des Canadiens ne savent pas quel serait l'impact de ces nouvelles règles, mais en fait, ça va affecter très peu de Canadiens. Et on verra ça tantôt. C'est quoi les changements à venir, James? François, le gouvernement a proposé d'augmenter le taux de l'IMR à 20,5 de 15 dans le régime actuel de l'IMR. Le niveau d'exemption de l'IMR passerait d'un montant fixé il y a longtemps à 40 000 et jamais ajusté à un nouveau montant estimé à 173 000 et ce montant sera indexé annuellement. Donc, on voit qu'il vise des gens qui gagnent en haut des sommes de revenus pas mal plus importantes. Bon, ces modifications sont prévues pour entrer en vigueur l'année prochaine, c'est-à-dire le 1er janvier 2024. À Ottawa, on espère que ces changements feront en sorte que les personnes qui gagnent le plus ne puissent pas combiner certaines mesures incitatives de la loi de l'impôt sur le revenu, y compris le crédit d'impôt pour les dons de charité.
afin de ramener leur taux d'imposition en dessous d'un taux minimum. Puis beaucoup du planning agressif entoure ces fameux dons de charité, puis on va en parler tantôt. Selon les autorités fédérales, les nouvelles règles proposées relatives à l'IMR devraient toucher très peu de contribuables, surtout en raison de l'augmentation importante du montant de l'exemption de base. J'ai lu que de nombreux fiscalistes estiment que le nouveau régime d'impôt minimum de remplacement, l'IMR, proposé par le gouvernement fédéral, pourrait décourager la philanthropie en punissant les personnes qui font des dons importants à des œuvres de bienfaisance. Qu'est-ce que tu en penses, James? Tout à fait d'accord avec ces propos-là. C'est ce que plusieurs fiscalistes avec lesquels on travaille nous ont dit par ailleurs. Parmi les changements proposés, seulement la moitié du crédit d'impôt pour les dons peut être déduite de l'IMR contre 100% dans le cadre des règles actuelles. Par ailleurs, 30% des gains en capital réalisés sur les dons de titres cotés en bourse seront désormais inclus dans le revenu imposable ajusté pour fin de calcul de l'IMR. Ces règles sont vraiment très techniques et vont avoir un impact important sur les Canadiens qui font de très gros dons d'actions à des œuvres de bienfaisance et tout en réalisant d'importants gains en capital. Fait que imaginez, vous avez acheté des actions d'Apple, puis ça a augmenté 20 fois, puis on fait un don de charité de ces actions-là. Si on en fait trop à des volumes trop élevés, c'est ça que le gouvernement vise. Fait que oui, ça va affecter les organismes de charité. Fait que je crois, François, que notre prochain podcast, on va aborder, comme à chaque année, la planification fiscale fin d'année. On pourra en parler en plus grand détail à ce moment-là. Oui. Les règles de l'IMR sont effectivement très techniques et sont difficiles à maîtriser pour la plupart des contribuables, je pense. Donc, je pense qu'on peut conclure que, basé sur la recherche de l'Institut Fraser dans son bulletin, ça démontre que les personnes à haut revenu au Canada payent en fait une part disproportionnée de l'impôt sur le revenu par rapport aux autres groupes de revenus, principalement en raison de la nature progressive du système fiscal du pays. En effet, la part actuelle des impôts payés par des personnes à haut revenu dépasse largement leur part collective de revenus. Je devrais aussi souligner à nos auditeurs que mon plus récent blog publié le 11 octobre 2023, j'ai adressé le même sujet et je fais des hyperliens contre d'autres études pour appuyer les propos qu'on discute aujourd'hui dans notre podcast. Oui, bien intéressant ce blog, James. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est un point sensible pour de nombreux Canadiens à revenus élevés et on espère que notre gouvernement portera une attention particulière à la manière dont il planifiera les changements à apporter aux futures politiques fiscales. Donc, merci James d'avoir partagé ton expertise et ton savoir. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 57e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous lors de notre prochain épisode à paraître le 23 novembre. À bientôt!